Bonsoir à tous et à toutes. Donc pour les personnes qui ne sont pas présentes, vous pourrez leur faire passer le message que tout est filmé et tout sera retransmis, notamment sur la chaîne YouTube de Bassine Non Merci. Je me présente, je suis Adeline et je vais parler au nom du collectif Bassine Non Merci. Je vais tout d'abord vous remercier d'être venus, vous remercier d'avoir bravé les intimidations, bravé les barrages police, même la pluie, et d'être tous présents ici, puisque c'est vraiment important pour nous de vous accueillir. J'en profite aussi pour remercier en fait tous les bénévoles qui ont organisé les conférences, que ce soit le collectif BLA sur la logistique, mais aussi tous les bénévoles des cantines, et aussi toutes les organisations comme la Fondation Daniel Mitterrand, mais aussi les équipes de Lisa Bellucco, qui ont permis que cette soirée puisse avoir lieu ce soir. Alors ça fait plus de 5 ans, presque 6 ans, que le collectif Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne se battent sans relâche contre le projet mortifère des méga-bassines, dans les Deux-Sèvres, mais aussi dans d'autres territoires. On a été rejoints par les soulèvements de la terre, par des partis politiques, par des syndicats et par plus d'une centaine d'associations et de collectifs. Et vous avez vu le résultat, aujourd'hui, on en parle tous en France. Et ça, c'est important. Mais ce qui était important pour nous aussi aujourd'hui, c'est qu'on puisse sortir de ce cadre européen, sortir de ce cadre français et aller plus loin pour parler aussi de ce qui se passe à l'international, pour parler des luttes en général, des luttes de l'accaparement de l'eau. Puisqu'en fait, que ça soit les méga-bassines ou d'autres projets, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on revient toujours à la même question, toujours au même mécanisme. Un mécanisme d'accaparement de l'eau par une minorité, et en plus une minorité qui monte des projets à l'encontre de nos propres valeurs, qui vont des projets vers l'agro-industrie, vers l'accaparement des richesses, le grand capital, le capitalisme, et il n'y a aucun partage, aucune démocratie sur la gestion de ce bien commun. Et c'est pour ça que c'était très important pour nous de pouvoir mettre en place ces soirées, de parler en fait de convergence des luttes, de façon à pouvoir voir et décortiquer ces mécanismes, et en apprendre plus, et en apprendre aussi plus grâce à nos invités, qui vont aussi pouvoir nous parler de leur lutte. Pour cela, je vais passer la main à Véronique, secrétaire de la Confédération Paysanne, qui va animer la soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de voir une salle comble ce soir et ici. En ce moment, on peut avoir une petite pensée aussi pour tous nos camarades paysans qui sont descendus avec leurs tracteurs pour soutenir la lutte et qui sont en ce moment empêchés d'aller vers le camp. Ils ont déjà été empêchés de venir sur Lusignan, maintenant ils sont empêchés de rejoindre le camp, donc c'est complètement inacceptable. Mais en fait, je pense qu'on va être sur un week-end de lutte avec des multitudes d'événements comme celui qui se passe ici, mais aussi celui qui devrait se passer plus au sud. Et voilà, et on va sans doute être confronté à devoir réagir à beaucoup d'événements pas forcément très agréables. Donc, d'où le mot lutte. Donc ce soir, la table ronde, c'est une table ronde qui pose des regards internationaux sur les luttes paysannes pour la terre et pour tous les enjeux qui sont liés à l'eau. Et pour ça, on a 3 invités. Donc, on va commencer Morgane Audi, qui représente la Via Campesina, Massa, qui est un paysan du Mali, et Marie-Pierre, une paysanne d'Isère. Je vais les laisser se présenter et présenter les structures, les collectifs, les mouvements qu'ils représentent aujourd'hui, avant qu'on attaque les questions de fond. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très émue d'être parmi vous. Donc moi, je suis paysanne dans le Morbihan, en Bretagne. Je fais partie de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, avec le MODEF, une autre organisation paysanne française, font partie du grand mouvement paysan mondial qui s'appelle la Via Campesina. La Via Campesina regroupe plus de 180 organisations de paysans, de paysannes, mais aussi de travailleuses et de travailleurs agricoles dans le monde entier, sur le continent américain, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde entier. Les organisations qui font partie de la Via Campesina rassemblent plus de 200 millions de personnes dans le monde.
Donc même si parfois, quand on est en Europe, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup de paysannes et de paysans et que parfois on se sent un peu impuissant face aux très gros agriculteurs, au niveau mondial, c'est nous qu'on est les plus forts. Et si vous ne connaissiez pas la Via Campesina jusqu'ici, il faut absolument que vous sachiez ce que c'est que la Via Campesina. Par exemple, le très gros mouvement en Inde, le très gros mouvement qui a combattu les mesures néolibérales du gouvernement Modi, c'était en partie des organisations qui font partie de la Via Campesina. Vous connaissez peut-être le mouvement des sans-terre au Brésil. Et puis voilà, je crois qu'il faut aussi apprendre à connaître la CNOP au Mali, le CNCR au Sénégal et tant d'autres organisations paysannes qui luttent dans leur territoire pour l'agroécologie, pour les droits des paysans, pour la souveraineté alimentaire des peuples, pour tout ça. Voilà, et ben, je passe la parole à Massa. Moi, je m'appelle Massa Koné. Je dis bonsoir à tout le monde et je suis très ravi d'être parmi vous et de me joindre à la lutte de la bassine non merci, qui est une lutte noble et une lutte pour sauver la planète, pour raison que l'eau c'est la vie, l'eau c'est pour nous tous, l'eau c'est notre existence. Je suis membre de l'Union, mon organisation locale, qui est le réseau des communautés victimes d'expropriation foncière, d'accaparement des terres, de l'eau. Et je suis du Mali, de l'Afrique de l'Ouest. C'est une zone qui est à 70% communautaire et qui vit de l'agro-silvopastoral. Donc, raison pour laquelle nous nous battons pour une bonne gouvernance. Et mon organisation, qui est l'Union, est membre de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Et la convergence, pourquoi la convergence contre les accaparements des terres la définition du nom dit tout. C'est le réseau des mouvements paysans, des mouvements de lutte de base qui sont en organisation, des ONG progressistes et des ONG des droits humains, la CNOP, et l'AOPP, CAD Mali. Toutes ces grosses organisations du Mali se sont mises ensemble pour créer la convergence malienne contre les accaparements des terres, pour l'unique raison que l'enjeu qui est aujourd'hui derrière la terre, derrière l'eau, derrière les semences paysannes, menace toute une humanité, mais menace et affecte plus le monde paysan. Nous travaillons pour nourrir le monde, mais la seule matière qui nous permet de nourrir le monde est menacée. Donc nous sommes mis ensemble pour cette raison. Et la convergence malienne est membre de la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes ouest-africaines, qui est 16 pays de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie. Nous nous revendiquons de la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Les chefs d'État, on le sait, c'est le syndicat des chefs d'État. Mais nous sommes la CEDEAO des peuples pour l'unique raison que nous sommes liés géographiquement, historiquement, culturellement. Et c'est la balkanisation qui a fait qu'on a des frontières comme ça qui n'est pas tracées par nous. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont tracé. Donc nous ne sommes pas d'accord, donc nous sommes mis ensemble. Mais nous nous battons pour mener la lutte, globaliser la lutte, internationaliser la lutte, parce que ce n'est pas un seul pays ou une seule organisation qui peut mener cette lutte, qui peut venir au bout de cette monstre qui veulent nous contrôler quelques individus, qui veulent nous contrôler en nous montant les uns contre les autres. On a compris, raison pour laquelle nous sommes mis ensemble au sein de la convergence globale des luttes pour mener cette combat. Et je suis enchanté d'être avec vous. Et pour moi, c'est logique que tout le monde soit là pour lutter. Merci. Merci Massa. Du coup, tu déchaînes les foules. Hein. Et maintenant, Marie-Pierre. Marie-Pierre Epéco, je suis paysanne en Isère, c'est l'arc alpin, c'est un peu plus à l'est, avec une liaison qui se fait avec vous tout naturellement, vous qui habitez dans l'ouest, très spéciale cette année sur l'arc alpin, mais on aurait pu parler des Pyrénées également. Pas de manteau neigeux, les glaciers sont à vif. On ne va pas vous en envoyer beaucoup d'eau douce.
l'océan va peut-être continuer à se chauffer et à s'acidifier. D'aucuns diront qu'ils auront l'high-tech pour régler ce problème-là. On est là pour réfléchir avant qu'ils ne fassent n'importe quoi. Sur ma ferme, des poules pondeuses. Donc le plein air, vous voyez aussi de quoi il est question quand on parle de cela. Des céréales qui ne sont pas irriguées pour faire de la farine et du pain vendu en direct. Des vaches allaitantes, limousines entre autres et Aubrac. Et quelques cochons. Mais au-delà de cela, ou dans le même temps, je suis aussi, en plus d'être paysanne, je donne un peu de mon temps parce qu'on a réussi à s'organiser sur la ferme pour cela et c'était important pour nous, pour la Confédération paysanne nationale, donc l'étage français, en convergence avec tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça qui nous porte aussi. Et cette entrée symbolique, plus que cela, par cette gestion de l'eau nationale qui promeut ce genre de rétention d'eau, fait que depuis quelque temps, nous avons rejoint ce qui se passe ici avec les paysans de ce territoire-là et avec les associations, donc Bassines Non Merci et le mouvement Soulèvement de la Terre. Voilà. Alors, protéger, préserver, partager l'eau, on en est tous intimement conscients ici, je crois. Mais on va laisser nos trois invités, du coup, nous exposer les enjeux à différentes échelles de cette nécessité de préserver l'eau. Tout à l'heure, vous aurez la parole dans la salle, donc vous pourrez échanger, notamment toutes les autres personnes qui sont venues aussi de très loin pour passer cette soirée avec nous, d'autres pays, d'autres continents. Donc du coup, là, on va parler des enjeux à l'échelle nationale, des enjeux à l'échelle internationale et puis des enjeux aussi pour l'Afrique de l'Ouest. On va commencer par Marie-Pierre qui va nous parler de l'eau et l'agriculture en France et les grands défis qu'on a à relever. Alors, en tant que paysanne et paysan, l'eau est bien sûr un de nos fondamentaux avec le sol, la terre et j'ai envie de dire l'air. Le feu, je le mettrai à part. Sans eau, il n'y a pas de vie végétale. Et il n'y a pas de production de matière alimentaire, bien évidemment. Pour autant, sachez que 93% de la surface agricole utile n'est pas irriguée. C'est-à-dire que cette entrée par cette gestion de l'eau de la grande irrigation concerne 7% de la surface agricole utile française. Surprenant, non, ce pourcentage-là. Et c'est assez stable depuis pas mal de temps. Donc, je fais partie des paysannes et des paysans qui conduisent une agriculture dite pluviale. Alors, bien sûr que ça se coud dans les branches, parce qu'après une réelle sécheresse estivale, comme vous l'avez tous et toutes connu, je parle bien sûr de l'Hexagone, hein, Massa, tu nous diras ton éclairage aussi. Et une sécheresse hivernale, même si on a longé la Vienne pour venir et qu'elle est haute parce qu'il y a eu quelques orages ou pluies, on est vraiment dans un épisode sur le château d'eau qu'est l'Hexagone, extrêmement particulier du point de vue du stress hydrique. Et d'ailleurs, le gouvernement se pose quelques questions, nous convoque à des missions d'audition sénatoriale ou avec les députés, nous demande de leur produire, enfin de contribuer à leur réflexion, parce que actuellement 1000 communes ont un problème d'accès à l'eau potable. C'est sur l'Hexagone, hein, château d'eau de l'Europe
que les collègues géohydrologues quasi du monde entier regardent d'une façon très précise. Nous avons un stress hydrique sur un coin de la planète qui pourtant promettait de nous mettre à l'abri de tous ces soucis-là. Donc, il faut effectivement une politique de gestion de l'eau. Et nous préconisons une priorisation. Il faut bien sûr que l'eau potable soit assurée pour les humains, trop humains. L'abreuvement des animaux. Alors, sachons de quels animaux nous parlons. Il y a peut-être débat à avoir par rapport à l'élevage industriel. Et puis, une priorisation sur le maraîchage, bien évidemment, et l'implantation de l'arboriculture. Ces données-là peuvent être reprises et pour autant dévoyées. Et c'est bien parce que nous voulons que ce soit entendu stricto sensu, sans détourner les concepts et les réalités, que nous sommes ici précisément pour reporter à la connaissance de toutes et de tous et des élus pour qu'il y ait une nouvelle politique de gestion de l'eau qui soit remise à plat. Voilà pour le panorama sur lequel nous ouvrons ces moments-là. Alors l'eau est très inégalement répartie sur toute la surface du globe et donc par endroits ça provoque des conflits vraiment importants et donc du coup Morgane va nous exposer plutôt ces aspects-là. Dans la Via Campesina, à peu près toutes les organisations paysannes et de travailleurs agricoles, la lutte pour ne pas se faire piquer les territoires sur lesquels on vit par des multinationales, c'est une lutte qui existe dans tous les pays du monde. Et pourquoi est-ce qu'on doit lutter pour une chose assez simple, en fait. Ce qu'on appelle le capitalisme ou l'accumulation du capital, ça suppose qu'il y ait de plus en plus de parties du territoire, du vivant et de nos vies qui deviennent des marchandises. Et concrètement, ça veut dire que pour que la machine capitaliste elle continue à tourner, il faut qu'il y ait de plus en plus de terre, d'eau, de semences et de parties de nos vies, de notre travail, qui soient mangées par cette machine capitaliste. Et donc ça, c'est vraiment une chose qu'on vit partout, au nord comme au sud, et même si c'est avec des mécanismes différents, sur tous les éléments de la vie. Et donc l'eau, bien sûr, c'est très clairement un des éléments, une des richesses naturelles qui est accaparée de façon massive. Et dans les pays du Sud, ce qui est très clair, c'est que c'est un processus qui est très lié à l'impérialisme européen et à la colonisation. C'est-à-dire que les colonisateurs ont mis en place des grandes plantations pour pouvoir faire en sorte que, au lieu de produire l'alimentation pour les populations, que les territoires des pays du Sud servent à produire des produits pour aller au nord. Du cacao, du café, et puis à l'heure actuelle, énormément d'huile de palme, encore de l'EVA, et tout ce qu'on appelle finalement les cash crops. Et l'essentiel de l'eau dans les pays du Sud, elle est accaparée non pas au bénéfice des populations locales, mais pour ces cultures qui n'ont rien à voir avec les intérêts des populations locales. Et je vais vous donner deux exemples assez précis et en plus assez proches de nous. Un exemple, c'est au Maroc, qui est un pays qui manque cruellement d'eau et où l'eau est accaparée de façon massive pour produire les fruits et légumes qui viennent ensuite, moi je suis maraîchère, qui viennent ensuite nous concurrencer. Et ce n'est pas les petits paysans qui produisent les fruits et légumes qui arrivent sur nos marchés à des prix cassés. C'est des multinationales. Et ces multinationales, elles ont, avec l'État marocain,
un accès quasi illimité à l'eau, quand les communautés paysannes, elles n'ont plus d'eau, leurs forages sont à sec parce que les multinationales ont tout pris. Donc ça, c'est le premier exemple. Un autre pays pas très éloigné, où j'ai eu la chance d'aller en octobre, c'est la Tunisie. Et en Tunisie, le cash crop, c'est pour beaucoup le tourisme. Et les paysans là-bas, ils disaient, en fait, on a des robinets, il y a les réseaux d'eau qui sont installés, mais en fait, pendant toute la période touristique, on a de l'eau entre minuit et 3 heures du matin, parce que pendant le reste du temps, l'eau, il est réservé aux hôtels pour les touristes. Et donc voilà, un peu partout dans le monde, l'eau, elle est utilisée, elle est volée pour faire du fric, au détriment des droits des populations, et notamment des populations rurales. Et c'est contre ça que la Via Campesina, elle lutte. Nous, on a une lutte en fait assez simple. Hein. On veut rester paysanne. On veut continuer à produire de l'alimentation. On le veut pour nous, parce que même si ça peut être dur économiquement et que des fois on en a plein le dos, c'est le plus beau métier du monde, de travailler avec la nature. Mais on le veut aussi pour vous, pour la population. Parce que si on n'est pas là pour produire l'alimentation, nous, il n'y aura pas d'alimentation. Encore aujourd'hui, avec tous les coups qu'on se prend sur la tête, avec l'humiliation culturelle que représente le fait d'être paysan, avec les accaparements, avec les prix qui sont des prix de misère, avec tout ça, malgré tout, les petits paysans et les petites paysannes, nous produisons encore de l'alimentation pour plus de 70% de la population mondiale, avec moins de 30% des terres, et probablement moins de 10% de l'eau. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, c'est nous, les paysannes et les paysans, qui faisons que la population mondiale, elle peut s'alimenter correctement. Et à l'heure actuelle, il y a près d'1 personne sur 10 qui ne mange pas à sa faim dans le monde. Mais juste imaginez, si au lieu d'avoir 30% des terres et 10% de l'eau, si on avait 50% des terres et 20% de l'eau, si on avait un peu plus, eh ben en fait, ce serait très facile que tout le monde puisse manger à sa faim dans le monde. Donc pour nous, c'est ça l'enjeu. C'est faire en sorte de partager équitablement les ressources, que nous, les paysannes et les paysans, on puisse avoir notre part d'eau, notre part de terre, pour pouvoir produire l'alimentation dont tout le monde a besoin en prenant soin de la terre. Merci Morgane. Et du coup, maintenant, Massa va nous expliquer qu'effectivement, chez lui, l'industrie concurrence fortement une agriculture vivrière. Merci les intervenants qui a parlé un peu une dimension technique et Morgane sur une dimension mondiale pour donner une vision de comment ils utilisent l'eau, parce qu'ils se disent gardiens de nous et maîtres de nous, c'est eux qui doivent décider tout à notre place. Et comme je vous l'ai dit, avant de vous parler du contexte, il faut que je vous dise une petite histoire d'abord de l'Afrique. Tous les villages que vous allez voir en Afrique, l'Afrique d'abord est naturellement rurale. Les grandes agglomérations urbaines venues par la colonisation qui ont regardé stratégiquement pour faire des villes, afin d'amener tous ceux qui réussissent ici en Occident, ils amènent chez nous. Donc, c'est pour vous faire comprendre que l'Afrique, je le dis pour toute l'Afrique, est agro-silvopastorale. Les gens, on n'était pas des pays où, qu'on parle d'emploi, on parle de tout ça est venu avec les études universitaires, avec la colonisation, avec le développement, les usines, mais vous allez voir tous les villages que vous allez voir en Afrique est installés au bord d'un point d'eau. Soit c'est des oasis, soit c'est des lacs,
soit sur les bras des fleuves, soit sur le bord de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que l'activité que nous menons traditionnellement et naturellement est liée à la terre et à l'eau. Qu'on soit éleveur, qu'on soit pêcheur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit planteur, c'est lié à ces trois matières. Donc avec le développement et tout, donc vous allez comprendre que notre histoire c'est ça. Bon, pourquoi ces trois matières? Parce que notre vie, nos activités dépendent de ces trois matières. Avec maintenant tout cet événement ville, développement, système, état de la nation, donc le système a mis l'eau dans sa gestion. Et dans cette gestion, vous allez voir qu'ils ont légiféré et dans toutes les lois qu'on a, l'eau est gérée. L'eau, la terre, les ressources naturelles est gérée dans des législations qu'on appelle soit des codes fonciers, soit des codes et des lois sur le foncier. Et dans toutes ces lois, après les colonisations et tout, ils ont écrit dans la législation que les ressources naturelles, la terre et tout appartient à l'État. Mais à l'indépendance, nos parents, il n'y avait même pas 3% qui savaient lire et écrire. Non, les gens ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne savaient pas ce qui était dans la législation. Le contenu de la loi était complètement ignoré par nos parents. Pour eux, avant la colonisation, il y avait une gestion traditionnelle, une gouvernance locale qui était là. Et au moment où c'est comme si quelqu'un vient, il domine, s'il part, tout reprend à zéro. Donc tout redevient normal. Nos parents ont pensé que tout est redevenu normal. Tout est redevenu normal. Chacun dans son territoire, dans son terroir. Chacun est dans son tribu. Chacun a sa forme de gestion des ressources naturelles. Alors c'était le contraire, puisque c'était écrit autrement dans la législation. Mais avec le temps, l'évolution du temps, la pression foncière qui a commencé, et le développement du business, du système capitaliste, des grandes entreprises, l'exploitation minière, parce que vous savez, l'Afrique quand même, on a nos pays, surtout le Mali, dont je viens, a beaucoup de ressources naturelles. Donc avec toutes ces exploitations, les gens ont su maintenant que effectivement, nous sommes dans nos territoires, nous sommes dans nos terroirs, mais rien ne nous appartient. Pour la seule raison, pour signer un permis d'exploitation, pour signer un bail amphithéotique, ils n'ont pas besoin de venir demander les communautés qui vivent dans le milieu. Un beau matin, vous vous réveillez, vous les voyez avec les 4x4, accompagnés des policiers ou des milices, pour venir vous dire, bon, on a un permis, on va venir faire l'exploration ou l'exploitation. Donc c'est pour vous montrer comment ce hold-up a été organisé par nos propres élites qui se disent aujourd'hui administrateurs des communautés. Donc c'est comme ça que les gens se sont rendus compte que vraiment, ils sont dans leur terroir, leur fleuve qui est là, traditionnellement, qui a des ressorts traditionnels, qui a des trucs naturels. Rien de tout ça ne les appartient. Si l'État a besoin, l'État, le peuple ne fait plus partie de l'État, ça c'est depuis longtemps. Donc si l'État a besoin, ils viennent prendre comme ils veulent. C'est comme ça, quand ils traitent avec les multinationales, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun passage de leur contrat, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, qui contrôle la consommation de l'eau ou l'utilisation de l'eau. Donc c'est ce qui fait. Par où ils prennent la terre, par où ils font l'exploitation minière, ils comptent sur l'eau. Et on se trouve avec l'eau de nos fleuves, les fleuves, que ce soit les fleuves Niger, que ce soit les fleuves Sénégal, que ce soit leurs affluents et qui sont là, sont tous aujourd'hui pollués par l'exploitation minière. Ils le polluent comment? Ils utilisent l'eau pour refroidir leurs machines. Ils utilisent les mêmes eaux pour traiter les minéraux. Donc, on voit de plus en plus, puisque nous avons une grosse communauté pêchère, nous utilisons les mêmes eaux pour boire. Parce que
il y a quelque chose que je dois dire. Nous ne sommes pas à l'ère où, dans nos villages, on a des robinets. Non. 90% de nos villages n'ont pas de robinets. On vit avec l'eau de puits. Les puits qu'on crève jusqu'à une certaine profondeur, on a de l'eau et très souvent, c'est de l'eau quand même qui est buvable. Ou on prend l'eau des marigots, des rivières, des fleuves qui sont là, et essayer maintenant de le conserver pour le purifier et le boire. Puisqu'on n'a pas le robinet, l'État ne fait pas d'efforts pour nous fournir de l'eau. Et nous travaillons nos terres, en tant que paysans, nous travaillons nos terres avec cette eau. Et cette eau est polluée. Avec l'utilisation des multinationales, l'eau devient d'abord rare. On a des cours d'eau qui sont en train de disparaître, complètement disparaître. On n'a pas suffisamment de pluie avec le dérèglement de la pluviométrie, avec les changements climatiques, où ils ont des entreprises qui sont là à déforester complètement, à couper tout. Donc, notre dernier recours était l'eau de pluie. Et là, maintenant, qu'il y a beaucoup de pression, qu'eux-mêmes, ils ont tellement utilisé l'eau des fleuves qui sont là, qui ne sert plus, donc ils ont commencé maintenant à aller maintenant puiser dans la nappe phréatique. Nous, nos puits sont à 5 mètres, 4 mètres, 10 mètres, et ils viennent avec les machines, ils creusent très profondément des puits, où ils installent des machines, puisqu'ils vont en profondeur de nos puits, donc ça achète tous nos puits. Donc on se retrouve encore sans eau. On se retrouve encore sans eau. On est obligé de courir derrière eux pour avoir de l'eau. Donc, vous avez vu comment ils nous utilisent et ils utilisent notre vie. Ils ne sont jamais en problème d'eau. Les communautés qui sont là, qui sont propriétaires de tout ce eau, qui vivent de ce eau, et c'est de ces mêmes communautaires qui travaillent la terre pour les nourrir. C'est ces mêmes communautés qui se trouvent en difficulté de moyens d'existence. Parce qu'ils viennent avec leurs moyens. Ils utilisent leurs moyens pour s'abreuver, utiliser l'eau comme ils veulent, au détriment de ces communautés qui sont pourtant se soucier de ces communautés. Et nous sommes obligés de faire la courbette auprès d'eux. Nous sommes obligés de faire la courbette auprès d'eux. Et là, quand tu ne fais pas bien, tu es interdit, et quand tu résistes, tu ne bénéficies pas de leur charité. Tu ne bénéficies pas de leur charité. Raison pour laquelle c'est pour vous montrer comment ils utilisent l'eau et comment ils nous mettent en danger avec ce problème d'eau. Donc, puisqu'il y a cet accaparement des terres, puisque nous vivons de la terre, nous sommes obligés de nous organiser. Nous étions obligés de nous organiser. C'est ce qui fait que j'ai présenté les organisations dont je fais partie. D'abord, l'Union, nous sommes des communautés victimes d'accaparement des terres, d'accaparement d'eau, et même dans les zones où ils font des bails amphithéotiques pour faire de la monoculture. Vous allez voir les zones où ils ont aménagé, nous paysans, on n'a qu'un demi-hectare, on paye une redevance d'eau. Mais le multinational qui est là paye 0 francs en eau. 0 francs. Lui, il pompe l'eau des canaux, il met des herbicides, il le pollue avec tous les produits chimiques, parce qu'ils viennent rapidement traiter, rapidement pomper la terre, rapidement pomper l'eau, pour faire beaucoup de production, pour exporter. Et nous, qui travaillons pour vivre et pour faire vivre les autres qui sont en ville, et c'est nous qui devons payer cher l'eau. Comme si nous ne sommes pas les citoyens de ces pays. Donc, au-delà de ça, nous sommes organisés. C'est cette organisation que je vous ai parlé, qui est la Convergence malienne contre les accaparements de la terre, et qui est allée en convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit nous battre pour notre survie. On ne se bat pas pour faire plaire, mais on se bat pour vivre. On n'a pas d'autre choix. Donc, dans nos luttes, c'est ce qu'on essaie de dire. C'est ce qu'on essaie de dire quand on va même devant les autorités, parce qu'on organise des grandes caravanes à chaque 2 ans. Même cette année, nous allons le faire. On traverse plus de 5 pays. Bon, j'ai oublié de le dire, pour que j'ai le fourrage de la Via Campesina, on se retrouve à la déclaration paysanne. Nous sommes des mouvements, plus de 80% des mouvements qui sont
dans la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes sont membres de la Via Campesina. Parce que pourquoi on a internationalisé cette lutte? Parce que nous avons vu que ce problème d'eau est au-delà des pays. L'eau n'est pas pour un seul pays. L'eau est pour nous tous, c'est comme de l'air. C'est pour nous tous. Autant qu'ils polluent chez nous, autant qu'ils vont polluer ailleurs. Donc autant se trouver dans ce groupe de lutte pour crier, trouver des alternatives communes pour les bloquer. Et pour les bloquer, nous on a compris, parce qu'ils essaient de nous miroiter pour nous dire, parce qu'ils nous ont monté les uns, les rurales et les citadins, sur l'eau qu'on boit et l'eau qu'on mange. Le citadin, on leur dit, non, on va vous faire des robinets, on est en train de faire tout ça pour que vous ayez de l'eau potable, pour boire. Et il dit, oui, on a besoin de l'eau parce que nos femmes n'ont pas d'eau, les jeunes n'ont pas d'eau. Mais il détruit l'eau qu'on mange parce qu'il détourne toute notre vie de l'eau qu'on mange. L'eau qu'on mange, c'est quoi? C'est les fruits, les poissons, les légumes et tout. Et là, il détruit tout en disant aux citadins, ça, ce n'est pas votre affaire, ça ne vous regarde pas, ne vous associez pas à leur lutte, non, et nous, on va vous donner à boire. Et donc, mettre de l'eau dans une bouteille, ils ont fait ça comme un luxe dans les villes. Même si tu viens voir un parent en ville, tu le trouves avec une petite bouteille, il vient te donner. Donc, tu vois tellement qu'ils ont travaillé sur la tête, sur la psychologie, que pour les gens, il faut avoir ce sachet d'eau pour montrer que, ah oui, moi aussi, je suis civilisé. Or, on est en train de détruire ta vie, on est en train de piquer tout ce que tu gagnes à ton détriment. Tu es en train de les servir, tu ne peux faire aucune économie. Or, l'eau ne doit pas être quelque chose qu'on doit vendre. On est avec cette eau, il est en nous, on est à lui, donc on doit nous battre pour le conserver. C'est ce qu'on a essayé de développer, à dire à travers nos caravanes. On part sur les points d'eau, parce que s'ils font des barrages, avant les barrages, c'était les paysans qui étaient là, ils travaillent tranquillement leur terre, mais quand ils font des barrages, ils expulsent les paysans. Ils les donnent aux multinationales, aux grands producteurs. Donc chaque fois qu'ils aménagent, ce n'est pas pour nous. Allez-y très loin, vous vous sentez mal, vous ne produisez pas, parce que pour eux, il faut mettre l'argent et rien que l'argent. Donc c'est ce qui fait que nous sommes organisés et on a compris. Nous avons compris que tant qu'on accepte qu'ils maintiennent l'eau comme un bien privé, comme une marchandise, ils le privatiseront. Et puisqu'il faut retourner en arrière pour les rappeler que ce taux est là, fait partie de cette terre, et nous faisons partie de cette terre, et que ce taux doit rester dans le commun. Raison pour laquelle, dans toutes les luttes qu'on a menées en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Mali, notre combat, c'est d'avoir conservé ce taux en commun. Parce que ce taux permet de nous faire vivre. On a toujours dit aux administrateurs qui sont là, si votre comportement, si vous manipulez, ils vous dominent de rendre cher ce taux, que vous mettez ce taux dans leurs mains et qu'ils spéculent là-dessus, vous allez provoquer une autre guerre. Une guerre, vous ne serez jamais épargné de cette guerre. Pourquoi? Parce que nous allons vous trouver même dans les bunkers pour vous arracher l'eau que vous conservez pour vous-même. Donc, raison pour laquelle l'an passé, c'était la journée internationale de l'eau a été faite au Sénégal. Et mon organisation, qui est la Convergence globale des luttes, on a fait un contre-forum à Dakar. On a fait venir tous nos éléments de l'Afrique de l'Ouest pour dire, vous ne pouvez pas décider sans nous ce taux, ça ne vous appartient pas. C'est un bien commun à nous tous et la décision doit venir de nous tous. Et chacun doit s'écouter. On n'a pas besoin d'experts pour nous dire que le conserver bien, de ne pas le conserver bien. Nous savons tous que ce taux fait partie de la vie. Et cette vie et cette eau doivent être gérées de façon légale et équitable. Et non permettre quelques bandits, soit des gens scientifiques ou capitalistes ou banquiers, de spéculer sur la tête des autres. Donc c'est le combat que nous menons pour l'eau avec des propositions concrètes, pour leur dire qu'il faut maintenir l'eau comme il est, le protéger, et que c'est l'ensemble des communautés qui peuvent protéger l'eau et non quelques individus pour les laisser spéculer là-dessus.
Merci Massa. On va repasser la parole à Morgane pour nous parler des luttes contre cet accaparement de l'eau dans d'autres endroits du monde. Je vais commencer par parler des propositions. Mais je pense que ce qu'a dit Massa, c'est intéressant sur le fait que les États, ils sont divisés parce qu'ils veulent s'accaparer l'eau les uns les autres. Et du coup, dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où il y a des véritables guerres autour de l'eau. Par exemple, entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, autour de l'eau du Nil, il y a une véritable situation de potentielle guerre qui est en préparation autour d'un énorme barrage qui est en construction à l'heure actuelle. C'est le cas aussi au Moyen-Orient, où entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, il y a des très grosses tensions, et Israël et Palestine, il y a des très très grosses tensions, parce que les uns et les autres cherchent à s'accaparer l'eau, encore une fois, pas pour produire l'alimentation, mais pour essayer de devenir le plus puissant possible. Finalement, ce sont des courses à la puissance. Et très souvent, ces États, ils essayent d'embarquer leur population avec eux dans ces guerres nationalistes. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans la Via Campesina, on essaye de construire l'unité paysanne. Et je crois qu'on est un mouvement profondément engagé pour la paix. Mais pour être engagé pour la paix, il faut changer profondément, il faut sortir de cette logique-là de puissance, d'accaparement et finalement de conflictualité pour savoir qui sera le plus puissant et qui sera le plus grand. Et pour ça, nous, on travaille sur 5 grandes propositions. La première, elle est directement liée à la lutte de ce week-end. C'est partager de façon juste les droits d'usage sur les biens communs. Je dis bien les droits d'usage sur les biens communs parce que ce soit la terre, l'eau, ça ne nous appartient pas. C'est nous qui faisons partie de nos territoires et ce n'est pas le contraire. Par contre, il faut partager de façon juste les droits d'usage. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et après, selon les régions, on a des noms différents. Souvent, dans beaucoup de pays, ils appellent ça la réforme agraire. Et on peut aussi parler de réforme agraire. Et en Europe, on parle souvent de régulation du foncier ou de politique pour un partage juste de l'eau. Et je crois qu'en Afrique aussi, voilà, il y a un mot un peu spécifique. Mais la base générale, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit partager de façon juste les droits d'usage de ces biens communs avec une finalité qui est celle de produire l'alimentation. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une immense concurrence de productions qui sont non alimentaires, notamment des productions énergétiques. On le voit bien en France, mais c'est le cas dans le monde entier, pour faire des agrocarburants ou alors pour faire des gros barrages pour faire de l'électricité. Enfin, voilà, il y a un gros accaparement des terres et de l'eau pour produire de l'énergie. Donc voilà, le premier point, partage juste des droits d'usage sur les ressources. Notre deuxième grand pan de travail à la Via Campesina, c'est autour de la souveraineté alimentaire. Alors, ce n'est pas la souveraineté alimentaire dont parle le gouvernement français ni le gouvernement italien, je vous rassure. Pour nous, la souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire des peuples. Ça veut dire qu'en tant que peuple, on a le droit d'avoir des politiques publiques pour soutenir et protéger les petits producteurs d'alimentation, les paysannes et les paysans, les pêcheurs artisanaux. Et notamment, on a besoin de régulation des marchés pour faire en sorte qu'on obtienne un revenu décent pour notre travail. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la logique du libre marché, du soi-disant libre-échange, de l'Organisation mondiale du commerce, des accords de libre-échange, en fait, on se fait complètement spolier la valeur de notre travail. Et donc nous, pour faire en sorte que les prix qui nous soient payés pour notre production correspondent au réel coût de production, on a besoin de régulation des marchés et d'outils, comme les stocks publics, par exemple, ou les prix minimums d'intervention, voilà, pour faire en sorte qu'on ait un revenu pour notre travail. Le troisième gros pilier de nos luttes, ce sont pour les droits paysans. Les droits paysans, c'est les droits humains, finalement, mais qui s'appliquent aux paysannes et aux paysans. Parce que dans le monde entier, comme on est très souvent parmi les populations les plus pauvres, on vit des discriminations énormes sur nos droits. Et donc, et puis aussi, comme on s'accapare nos biens, et très souvent, on vit des situations où on se fait brûler nos maisons, dégager de nos territoires, très souvent assassiner. Il y a malheureusement
très régulièrement des membres de nos organisations qui sont assassinés, et encore plus souvent des membres qui sont mis en prison. Et donc face à ça, on a travaillé au niveau de l'ONU à une déclaration des droits paysans, qui est un document qui a été adopté après plus de 18 années de très long travail à Genève au Conseil des droits humains. En 2018, une très grande majorité des États du monde ont voté en faveur de la déclaration des droits des paysans et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une reconnaissance au niveau de l'ONU que nous avons des droits. Il y a une reconnaissance notamment du droit à la terre, du droit aux semences paysannes, du droit à maintenir nos connaissances et nos savoirs traditionnels. Mais il y a aussi une reconnaissance du droit à l'eau, du fait que nous ne pouvons pas être spoliés de l'eau et que l'eau n'est pas une marchandise. Et donc pour nous, c'est vraiment un texte essentiel et on continue à se battre maintenant pour que cette déclaration, elle ne reste pas juste sur un bout de papier, mais qu'elle soit vraiment appliquée, qu'il y ait des commissions d'enquête qui aillent dans les pays. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais cette semaine, je vais en dire 2 mots. Du coup, on a passé pas mal de temps à Genève à ce Conseil des droits humains et on commence à voir un peu comment ça fonctionne. Et du coup, on a rencontré le rapporteur spécial pour le droit à l'eau qui s'appelle Pedro Arroyo. Et il nous a dit, mais sur le truc des méga-bassines, là, en fait, c'est une violation des droits humains que vous subissez. Et donc, on en a discuté au niveau de la Confédération paysanne, et la Confédération paysanne est en train de déposer une saisine auprès du Conseil des droits humains pour dénoncer la violation des droits humains que représentent les méga-bassines et dénoncer l'action du gouvernement français. Et pour aller dans le même sens, vous savez peut-être que, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, cette semaine, c'est la conférence, c'est le grand sommet de l'ONU sur l'eau qui se tient à New York. Et ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu des conférences à 75 ans. Et hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a dit « Allez là, il faut passer à l'action ». Water Action, passons à l'action pour le droit à l'eau. Et donc je crois que c'est ça ce qu'on fait nous ce week-end. Alors j'en étais à 3 points. Le 4e point, c'est l'agroécologie. Et nous en France, on appelle ça aussi l'agriculture paysanne. C'est à peu près la même chose. L'agriculture industrielle, elle est extractiviste. Elle ne travaille pas du tout sur le vivant. Dans les monocultures industrielles, il faut mettre des engrais, il faut mettre beaucoup de pétrole, il faut mettre des pesticides, et il n'y a que comme ça qu'il y a quelque chose qui pousse. Et ça, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas l'agriculture normale. L'agriculture paysanne, l'agroécologie, c'est de travailler avec le vivant sur la fertilité. Et c'est ça ce qu'on fait, nous, tous les jours. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos sols, on prend soin de nos sols, on prend soin des animaux qui vivent dans nos sols, on prend soin de l'eau, et on essaye de faire fonctionner tout ce cycle du vivant ensemble pour produire une alimentation saine. Et donc l'agroécologie, c'est pas juste des techniques, c'est pas juste, je sais pas moi, la permaculture ou la biodynamie. C'est une vision beaucoup plus large de notre rapport au vivant, où on n'essaye pas de tout contrôler, de tout dominer, de tout exploiter, mais on a un rapport avec le reste de ce qui est autour de nous, de coopération, de création mutuelle. On fait avec les autres, on fait avec nos animaux sur nos fermes d'élevage, on fait avec les plantes, on fait avec le soleil, on fait avec la pluie. Et c'est grâce à ça, grâce à la formidable fertilité de nos territoires, qu'on arrive à produire une alimentation saine. Et ça marche. Grâce à ça, on est capable de produire de l'alimentation pour tout le monde, beaucoup plus en fait que l'agriculture industrielle. Parce que l'agriculture industrielle, il faut bien comprendre une chose. Elle a une chose sur laquelle elle est imbattable. C'est la productivité du travail. Là, j'ai passé en voiture, je suis passée devant des fermes où je pense qu'il y avait 500 hectares et je pense qu'il y avait un bonhomme, je suis sûre que c'était un homme, je suis sûre que ce n'était pas une femme. Il y avait un bonhomme, je pense, il arrivait à travailler tout seul ces 500 hectares avec
avec ces énormes tracteurs et tout ça. En agroécologie, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Mais par contre, si sur quelques hectares de terre, on est toujours plus productif en agroécologie que ne le sera l'agriculture industrielle. Toujours. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque des gens pour travailler dans le monde? Ou est-ce que ce qui devient rare, ce sont les terres, l'eau, c'est la source d'énergie? Bien évidemment, c'est la deuxième chose. Et c'est pour ça que l'agriculture industrielle n'a aucun avenir et qu'au contraire, c'est l'agriculture paysanne, c'est l'agroécologie qui a un avenir. Et le dernier point, enfin, pour qu'on puisse survivre, nous, en tant que paysannes et paysans, mais aussi que les autres, qu'on puisse survivre collectivement, qu'on puisse essayer de sortir de cet état de dévastation du monde, c'est le féminisme paysan et populaire. Parce que partout dans le monde, ce sont les femmes qui font l'agriculture paysanne. Partout dans le monde, ce sont les femmes qui s'occupent de produire l'alimentation vivrière dont ont besoin non seulement leurs familles, mais leur communauté. C'est peut-être dommage pour eux, mais un peu partout dans le monde, les hommes ils ont été beaucoup plus intégrés au système capitaliste, techniciste, industriel. Et les femmes, ce qui a consisté en une grande inégalité pendant très longtemps, mais on a été souvent relayées beaucoup plus dans la sphère privée. Mais ça nous a permis on nous a dit, vous allez prendre soin des autres. Et les hommes, ils vont être dans la concurrence et dans le système capitaliste. Et du coup, ça a représenté un système de domination des femmes pendant très longtemps. Et bien, c'est ça qu'il faut renverser. Moi, je n'ai pas envie, en tant que femme, de devenir super performante, hyper dans la compétition et tout ça. Mais il faut complètement changer ce système des valeurs, et il faut que toutes les valeurs qui ont été attribuées finalement aux femmes autour du soin donné aux autres, du soin donné aux animaux, du soin donné à la terre, il faut que ce soit ça qui soit à présent mis en valeur et plus la compétition et la performance. C'est pour ça que le féminisme, c'est pas juste il faut renverser ce système de violence et de patriarcat et de domination des femmes. Mais le féminisme paysan, le féminisme en général, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour et les hommes et les femmes. C'est pour sortir d'un système qui met en valeur la domination, l'exploitation, le contrôle des autres, de la nature, de tout, et dire en fait non. Nous, on veut prendre soin les uns des autres, on veut coopérer, et on veut qu'on nous fiche la paix aussi. Et voilà. On va terminer ce petit tour de table des propositions qui nous sont faites pour faire une agriculture avec de l'eau partagée, préservée et du coup des personnes respectées pour faire cette agriculture, avec les positions de la Confédération paysanne que va nous présenter Marie-Pierre. Et avant tout, en direct live, je tiens à vous dire que tous les potes paysans et paysannes qui sont dans les tracteurs et que j'ai bien eu du mal à laisser, mais c'était parce que je venais vous rejoindre, donc j'ai réussi, parce qu'ils étaient dans des tracteurs cette fois-ci, ont pu doubler les blindés qui les empêchaient d'arriver sur le camp éphémère. Et alors, oui, c'est parce qu'on a quand même nos téléphones qui ont continué à clignoter. Là, c'est pour ça que je suis en capacité de vous dire qu'ils sont arrivés sur le camp éphémère préparé par les soulèvements et bassines. Et c'est ce soir et demain qu'il va falloir les rejoindre. Et nous attendons. Et
pourquoi on a fait ce camp éphémère là-bas avec les bassines non merci et les soulèvements? C'est parce qu'on est proche, très proche, de quelque chose qui est en construction et qui est complètement délirant, qui est en résonance avec ce que Massa nous a expliqué. Ces cratères étanchéifiés ne sont pas remplis, contrairement à ce que certaines personnes qui arrivent, ministres de l'agriculture, qu'ils s'appellent Julien de Normandie ou maintenant Marc Fesneau, ne se remplissent pas parce qu'elles récupèrent les pluies diluviennes. C'est bien parce qu'elles pompent. D'ailleurs, est-ce que tu peux te lever et te retourner? Il y a bien des pompes, nous le savons, nous en avons démonté une que nous avons ramenée rue de Varennes. Elles pompent l'eau dans les nappes phréatiques, donc superficielles ou profondes. Et quand ça pompe cette eau-là, et par exemple, Sainte-Soline, c'est 75 jours de pompage. Les collègues qui ont leur propre système d'irrigation, parce que vous avez bien entendu qu'il ne s'agit pas de ne pas faire d'irrigation du tout, mais de bien planifier une irrigation pérenne. Les collègues qui ont d'autres pompages pour une production de matières premières pour une réelle alimentation et non pas l'alimentation d'une balance commerciale qui passe par l'export, non plus d'eau, bien évidemment, parce que les circuits géohydrologiques sont en résonance, bien évidemment, et avec les rivières, et enfin, ouais, tout ça, je pense qu'ici, vous avez bien compris ce qu'était, et que vous le connaissez bien, les grands cycles de l'eau et le petit cycle de l'eau. Donc c'est pour pointer du doigt cette folie-là que nous sommes, et ici, et dans le camp éphémère, pour attirer l'attention sur ce qu'est cette politique de gestion actuelle de l'eau. Une autre petite capsule pour faire une résonance, pour entrer en résonance avec ce qu'a dit Massa. Il y a aussi ici avec nous des copains et des copines qui voient Nestlé pomper l'eau et la mettre en sachet. Avant de la faire, ils ont inventé de la déshydratation d'eau, je pense, en bouteille. Je parle bien sûr de Nestlé. Et donc, il y a des collègues de l'Est où cette eau-là, dite minérale, est pompée. Je vous ai dit que je venais de l'Arc alpin. Grenoble, ST Microélectronique, le leader du producteur de puces, dont les puces, vous voyez celles dont je parle? J'en ai bien sûr dans mon téléphone. Bien. Et cette boîte-là s'est installée de façon à pouvoir utiliser une eau la plus pure chimiquement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout de réutilisation d'eau. Ils ne veulent pas avoir à craquer des molécules d'une eau qu'ils devraient réutiliser. Ils sont en train de demander un doublement de leurs droits d'eau. Le Rhône et l'Isère sont trop chauds, n'arrivent plus à refroidir les centrales nucléaires, parce que nous avons aussi ça sur nos territoires, un peu comme vous. Donc, ça fait la boucle par rapport à l'énergie qui est nécessaire, que ce soit pour pomper, faire cette irrigation-là, ou pour produire ce avec quoi le monde du grand capital va exploiter les ressources minières, parce que bien sûr on fait des petits allers-retours avec le lithium et tout ce qui fait des liens très très forts et qui font que l'on entend tout à fait, Massa, ce que tu dis là. Je me suis un peu perdue, mais vous avez bien compris quel est le maelstrom dans lequel nous sommes enfermés et duquel nous avons la capacité, parce que nous sommes nombreux, à obliger ces politiques-là d'arrêter. Donc, c'est bien sûr une suspension de ces travaux-là, très emblématique, pour une mise en place d'une discussion. Encore ce matin, on nous exhortait d'appeler au calme. C'est pas ça le problème. Nous sommes extrêmement calmes, extrêmement déterminés. Nous exhortons un arrêt de ces travaux-là et des discussions qui doivent être très globales, parce qu'il s'agit bien sûr de l'irrigation, mais on le sait tous et toutes ici, au-delà de cela, il s'agit bien de la protection de l'eau
qui se raréfie, de la protection d'une eau qui doit rester potable, bien sûr, puisque nous sommes rattrapés de par sa raréfaction par la pollution. C'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis, hein. Pourtant, dans l'Ouest, vous voyez très bien de quoi on parle quand on parle de pollution de l'eau potable. Mais ça gagne à peu près tous les territoires, donc il va bien falloir s'y remettre aussi, à non seulement parler de gestion quantitative de l'eau avec une sobriété et une répartition et une priorisation, mais il va bien falloir aussi que nous reparlions de qualité et sans la seule pirouette du changement des ratios qui la rendent acceptablement potable, bien évidemment. Donc, magnifique que nous soyons tous ici. Il va falloir être aussi très nombreux demain. Ça va être une très belle fête pour se faire entendre haut et fort, bien sûr. Et Massa, si tu veux continuer à nous parler un petit peu des luttes qui se passent dans la région où tu vis. Oui, avant les luttes, je vais dire quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, vous savez, nous avons des zones côtières, des zones tropicales et des zones sahéliennes. Dans les zones tropicales, on avait tellement de variétés de poissons. Il y a de ces villes et de ces pays qui sont connus avec des très bons poissons d'eau douce qu'on appelle capitaine, carpe. On a tous grandi avec ça. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui l'importent, qui l'importent chez nous. Donc ces poissons, on est en train de les perdre. On est en train de les perdre. C'est des conteneurs et des conteneurs de poissons de ces mêmes espèces qui viennent de l'extérieur. Donc, ça, c'est un danger. C'est un danger pour nous maintenir sous perfusion et de nous nourrir. Et donc, tout le monde va travailler pour eux. Et puis, nous, on a dit à notre dernier meeting que c'est fait sciemment. Le fait de les laisser polluer l'eau, le fait de faire qu'on n'ait plus de l'eau dans nos puits, le fait d'assécher nos fleuves et nos rivières est fait sciemment. C'est pour faire disparaître notre agriculture. C'est parce que nous avons résisté. Et jusqu'à aujourd'hui, on résiste. Pour que notre lutte de masse, notre action de masse et les lois aujourd'hui qu'on a catalysées, qui sont les politiques foncières, les politiques des ressources naturelles qu'on a catalysées en Afrique, donc ils n'ont pas d'autre choix que de nous asphyxier. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'ils mangent les mêmes poissons que nous pêchons. Et ils savent que les poissons ne viennent plus de nos fleuves, mais que ça vient de l'extérieur. Mais ça ne les dit rien. Ils savent, et ils ont tenté de nous envoyer sur l'agriculture, les monocultures, et de nous faire vivre avec les grands McDo de la ville. Nous avons refusé, nous résistons en faisant notre paysannerie. Donc, si nous n'avons plus d'eau, nous allons arrêter ces paysanneries et nous serons leurs ouvriers. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et pourquoi nous sommes au méga ici, au méga bassine? Nous savons que si ça réussit ici, ils vont l'amener chez nous. Au lieu, donc, venir tuer le mal dans son œuf, venir tuer le mal dans son œuf, au moment que sa maman est en train de le couvre avant de l'éclore, que de le laisser éclore, être fort, et quand ils arrivent chez nous, ils viennent en force. Donc, je suis très content et j'ai informé les organisations, on est là pour tuer le mal dans l'œuf. Il faut tuer le mal ici dans l'œuf. Donc, nous avons constaté, tous ceux qui réussissent ici sont importés chez nous. Tous ceux qui réussissent ici, on les amène chez nous. On dit que voici une bonne modèle. Parce que oui, on dit que bon, ceux qui sont là, qui réfléchissent à leur place, n'ont pas de tête. Donc, la tête, l'intelligence, c'est ici. L'argent, c'est ici. Et nous sommes des exécutants et des consommateurs. Donc, on a compris. Ce n'est pas parce que le peuple n'a pas compris. C'est parce que le peuple était dirigé par des gens qui sont nés dans ce système.
Et la jeunesse doit comprendre ça. C'est ce qu'on se dit. Il est temps que nous-mêmes nous arrivons à nous affranchir. Et nous-mêmes à guider notre politique, notre vision. On ne peut pas l'avoir sans pourtant imposer. Tous les combats qu'on mène ici, vous n'êtes pas informés. C'est fait sciemment. Si on vous informe de nos combats, vous allez comprendre qu'ils ont tort. Au lieu, donc, il faut étouffer notre lutte là-bas et nous diaboliser toute notre lutte, nous traiter de tout, pour qu'ici, on continue à leur croire et à croire ce qu'ils font de vous ici. Nous sommes colonisés là-bas et ici aussi vous êtes colonisés. Donc ça, il faut le comprendre. Donc tel est tout l'intérêt d'internationaliser notre lutte. Ils ont fait leur ONU, ils ont fait leur Union africaine, ils ont fait leur Union européenne. À nous de faire l'union des peuples. La planète souffre et nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans. Ce n'est pas l'appel d'aller prendre tranquillement notre bière et dire que nous ne sommes pas les seuls au monde. Chacun doit apporter quelque chose. Et c'est ce que nous on a compris. Et c'est ce qu'on dit à nos camarades. Vous allez voir, on est en train de nous sensibiliser, même entre nous là-bas. Si nous fuyons tous, qui va rester pour régler le problème? L'air n'est plus à nous laisser tous fuir, mais à rester, à résister pour changer la donne. Donc, c'est pour vous dire qu'on est conscient de ce qui se passe et on est en train de nous sensibiliser entre nous pour dire, partout où tu es, il s'agit d'être résistant, il s'agit d'être engagé pour vivre. L'adaptation des humains n'a pas commencé aujourd'hui et ça va toujours continuer. Fuir n'est plus la solution. Il faut rester, se mobiliser et résister. Ça, c'est important aujourd'hui. Sinon, partout, ils vont nous traquer. Donc, les grandes recommandations aujourd'hui qu'on a engagées avec tous les mouvements, ce n'est pas seulement notre mouvement, mais avec plusieurs mouvements. Vous avez vu ceux qui vont aller piocher un peu dans l'information en 2022, avant la COP, nous avons fait bouger, nous avons fait marcher, nous avons fait mobiliser beaucoup de mouvements dans 30 pays de l'Afrique. Et maintenant, nous sommes en train de faire passer que ce qu'on appelle COP, la COP, c'est une farce. C'est une farce. C'est pour nous fermer l'œil. On a été là-bas, combien de fois la société civile n'a aucun moyen d'influencer sur leur COP. Il nous faut notre propre COP des peuples, des communautés. Imposer notre propre recommandation, parce que c'est nous qui exécutons ce qu'ils veulent. Et si on refuse? Si on refuse, ils ne pourront pas le faire. J'ai appris de quelques idoles, Gus Marcias, que aujourd'hui je salue beaucoup. Lors d'un forum social mondial, il dit, je l'ai appris, il dit, on est 99%, mais 99% ne suffit pas pour changer. Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi 99% n'est pas suffisant pour changer? Donc il est temps qu'on se pose la question. À un moment donné, il faut qu'on ose nous-mêmes. Il faut qu'on ose nous-mêmes pour changer le système. Sinon, le système est dos au mur, mais continue à nous contrôler. Par nous-mêmes, en nous opposant les uns aux autres, en disant que le problème de l'eau n'a rien à voir avec le problème des terres. Voici, ils sont en train de faire le sommet de l'eau. C'est pour mettre dans notre tête que l'eau n'a rien à voir avec la terre. Ils vont faire le sommet sur la terre. La terre n'a rien à voir avec l'agriculture. Ils vont faire le sommet sur l'agriculture qui n'a rien à voir avec le changement climatique. Ils nous divisent entre les thématiques. Et nous-mêmes, on se laisse diviser entre les thématiques. Il faut qu'on refuse. Il est temps de refuser ça. Il ne faut pas qu'on accepte ça. On est venu à Sharm el-Sheikh avec une proposition, une seule. Dans vos solutions, on a tout entendu, accepter que l'agroécologie soit dans les solutions que le monde doit accepter dans les négociations pour une solution et une alternative au changement climatique. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils sont sur leur fausse solution. On a tout fait à la COP, ils ont refusé. Ça veut dire, notre solution n'est pas eux leur solution.
Parce que notre solution, c'est pour sauver la planète et leur solution, c'est pour sauver leur gueule. Donc, c'est là qu'on a compris. C'est là qu'on a compris qu'il n'y a pas d'alternative possible. Il n'y a pas d'alternative possible. Autant qu'on accepte, autant qu'on se bat pour notre sort, autant qu'on se bat pour sauver cette planète, il n'y a pas d'alternative possible. Derrière, je l'ai dit, je dis, mais je ne sais même pas qui vous contrôle vous-même. Parce que vous n'avez même pas le contrôle sur votre propre vie. Et vous vous disiez dirigeant du monde. C'est déplorable. Donc, c'est pour dire que les recommandations qu'on a mises sur la table, qui ne disent pas que c'est trop, on n'a mis qu'une seule, l'agroécologie, pour alternative. Et on a mis tout le monde en garde et dire à tout le monde, il faut légiférer. Il faut légiférer pour que la gouvernance locale, dans la gouvernance locale que nous avons, pas leur décentralisation. Hein. Bon, chez moi, quand même, la décentralisation n'est pas synonyme de démocratie ni de gouvernance locale. C'est synonyme de contrôle de quelques personnes, des partis politiques qui veulent contrôler le pays au service des multinationales. C'est comme ça que notre démocratie n'est pas synonyme. Je ne sais pas chez vous ici, mais chez moi, la décentralisation n'est pas la démocratie. Donc, il faut qu'on soit clair. Nous, on a compris qu'il faut des politiques qui permettent nous-mêmes de contrôler nos territoires. Et dans ce contrôle de territoire, que l'eau fasse partir, que la terre fasse partir, que ce que nous cultivons fasse partir. Et que n'importe qui, dans n'importe quel contrat, ne peut se servir de ces matières sans pourtant concerter, contacter, écouter et qu'on a un droit de refus. Si on ne part pas sur cette base, ils vont tout contrôler. Et quand ils contrôlent tout, nous ne serons que des ouvriers où ils vont nous faire vivre avec des pilules et travailler dans leur usine. Merci. Bon, alors les luttes chez nous, les luttes en Afrique de l'Ouest, tout ça, c'est très enthousiasmant et ça nous donne envie de continuer. Et on va passer la parole à Morgane pour nous parler des luttes encore ailleurs. Dans tous les pays, il y a des luttes pour défendre les territoires. Enfin, je pourrais vous en parler en fait des heures. Là, vraiment, ce qui me vient en tête, c'est surtout à l'heure actuelle, les mouvements paysans et indigènes, et notamment des femmes paysannes et indigènes au Pérou, elles se sont soulevées suite à un coup d'État. Il y avait un président qui n'était pas extraordinaire, mais qui défendait un peu plus les droits des paysans et qui a été renversé au Pérou. Et il a été renversé notamment parce qu'il envisageait de ne pas renouveler les contrats des sociétés extractivistes sur les territoires des populations paysannes et indigènes. Et donc les populations se sont soulevées massivement, sont allées à Lima, font face à une répression terrible. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été assassinées par la police et les milices au Pérou. Et voilà, et donc je veux les saluer, je veux saluer les femmes péruviennes qui luttent pour défendre leur territoire. Mais je sais que ces luttes-là, c'est un exemple parmi 10 000, parmi 100 000, parmi 1 million. En fait, des luttes, il y en a énormément. Et il y en a dans le monde entier parce que la plupart du temps, c'est un enjeu existentiel, c'est un enjeu de survie. La raison pour laquelle on s'est réunis au sein d'un mouvement paysan mondial, c'était en 93, ça fait 30 ans que la Via Campesina existe, et c'était pour lutter contre la naissance de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'au début des années 90, on s'est bien rendu compte que le fait d'intégrer l'agriculture dans le commerce mondial dominé par les entreprises multinationales, ça allait avoir des conséquences terribles pour les paysannes et les paysans dans tous les pays du monde. Et donc on s'est dit, puisqu'ils veulent globaliser l'économie, nous on va globaliser les luttes pour globaliser l'espoir. Et
Et ça, c'est devenu notre slogan. À la fin, on va le chanter tous ensemble. Hein. Mais j'attends encore un peu. Et du coup, au sein de la Via Campesina, notamment, on lutte contre toutes les institutions du système néolibéral qui donnent le pouvoir aux entreprises multinationales contre les peuples. Donc ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr, mais aussi le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parce que dans tous les pays du monde, ce qui mène à ces accaparements, ce qui mène à cette logique d'accumulation du capital, c'est la dette. C'est le fait que, notamment, on dit aux pays du Sud, vous êtes endettés, et donc il faut que vous remboursiez votre dette, et pour ça, il faut exporter plein de choses pour pouvoir récupérer des dollars et payer votre dette qui est libellée en dollars. Et donc cette dette extérieure, elle joue un rôle fondamental. Et ça date pas d'hier. Hein. Ça fait, il y a un écrivain qui s'appelle David Graeber qui a écrit un livre qui dit que ça fait 5000 ans que finalement le système de la dette, c'est le mécanisme qui crée l'essentiel des dominations qu'on scoltine aujourd'hui. Et donc, lutter contre la dette, lutter contre les entreprises multinationales, lutter finalement pour que ce qu'on produise, ce ne soit pas pour accumuler des dollars et rembourser des banquiers et un système qui n'a pas de sens, un système qui consiste juste à accumuler des zéros derrière des zéros et encore des zéros sur des comptes en banque dématérialisés qui n'ont aucune réalité. Nous, ce qu'on veut défendre, c'est le fait de vivre en paix, le fait de vivre sur nos territoires, avec nos animaux, de produire de l'alimentation. Et voilà. En fait, l'argent, ça existe dans nos têtes, mais c'est profondément une institution imaginaire qui existe bien sûr dans toutes nos vies réelles, mais c'est un instrument de domination qui, à l'heure actuelle, avec le changement climatique, la crise de biodiversité, qui se retourne contre la survie de l'humanité. Et donc, défendre les droits des paysans et les droits des peuples indigènes, c'est vraiment défendre la possibilité qu'on continue en tant qu'humanité à vivre sur cette planète. Et c'est pour ça que nous, la Via Campesina, ça va peut-être paraître un peu prétentieux de le dire, mais on a vraiment conscience au niveau mondial que nos luttes paysannes, elles sont essentielles pour la survie de l'humanité. D'ailleurs, on va faire notre 8e conférence cette année, et le slogan, c'est quelque chose comme « Luttons ensemble pour la souveraineté alimentaire pour donner un futur à l'humanité ». Ce n'est pas exactement ça, mais presque. Parce que profondément, c'est ça qui se joue, autour des questions de réforme agraire, autour des questions de souveraineté alimentaire des peuples, d'agroécologie, de féminisme, de droits humains. C'est aujourd'hui, face au changement climatique, face au niveau de pollution, face à la perte de biodiversité dramatique, ce qui joue, c'est ça. Et pour ça, ça vaut carrément la peine de lutter, ça vaut carrément la peine de prendre un peu des risques, de sortir de nos petits conforts quotidiens, parce que ça nous touche tous directement. Et en plus, on pourrait tous avoir des vies très belles, en fait. Il n'y a pas de fatalité à ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y a cette phrase célèbre de Gandhi qui dit « Il y a assez de richesses pour nourrir toute la population dans le monde, mais il n'y en a pas assez face à l'avidité de certains. » On est vraiment face à ça. Et donc, il faut qu'on joue collectif, il faut qu'on lutte ensemble, parce qu'il faut qu'on recrée la petite flamme de l'espoir tous ensemble. Et voilà. Et du coup, c'est ça, c'est globalisons les luttes et globalisons l'espoir. Bon, les interventions étaient tellement intéressantes que je n'ai pas joué mon rôle de maîtresse du temps. J'ai jamais osé les couper quand j'avais des petites données de temps. Et du coup, il nous reste plus qu'un quart d'heure pour échanger avec vous. On m'a dit qu'à 8 heures, il fallait absolument qu'on arrête cette conférence. Donc, on va prendre que quelques questions. J'espère qu'on ne va pas frustrer trop de gens. Et puis, on pourra toujours en parler ce soir, demain. On a toute la journée pour échanger encore ensemble. Donc, je vais prendre quelques questions pour échanger avec les intervenants. Il faudrait que les personnes viennent devant et je leur prête le micro le temps de poser leurs questions s'il y en a quelques-unes.
Ou des interventions, hein, aussi, c'est pas forcément des questions, ça peut être d'autres témoignages de d'autres personnes, puisqu'on a des intervenants, des personnes qui sont venues soutenir la lutte du Pérou, du Chili, du Kurdistan. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages à apporter. Un témoignage là. Je crois que c'est pour Morgane, c'est toi qui avais dit qu'on allait manquer d'eau et de terre. Moi, j'ai l'impression qu'on va aussi manquer de gens parce que la conf, on dit qu'on veut 1 million de paysans, mais je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Bon, Morgane, je te laisse répondre. Des paysans et des paysannes pour faire l'agriculture paysanne. J'ai dit ça parce qu'en fait, on a vécu au niveau mondial un basculement. Pendant très longtemps, notamment lors de la période de la colonisation dans tous les pays, les paysans, ils ont été chassés des terres, les terres, elles ont été accaparées, mais ce qui avait de la valeur, c'était la main-d'œuvre. Et donc, on empêchait aux paysans d'avoir des terres, surtout pour les obliger à devenir les esclaves des colons, les esclaves des gens qui avaient les grandes plantations, parce qu'autrement, s'ils n'avaient pas piqué les terres des paysannes et des paysans, mais personne n'aurait accepté d'aller bosser dans leur plantation, d'aller faire du café, de l'EVA et tout ça. Donc il fallait piquer les terres des gens pour récupérer la main-d'œuvre. À l'heure actuelle, on se confronte à une autre chose, où ce à quoi on fait face, c'est la limite des ressources, c'est la limite des richesses, quoi. On n'a qu'une seule planète, et là, c'est complètement dingue, on est en train de dépasser les quantités d'eau qu'on peut utiliser, les quantités de terre qu'on peut utiliser, et tout ça. C'est dingue, je pense que jamais nos ancêtres, ils auraient pu imaginer qu'on en arrive là, quoi. Et c'est pour ça. Et effectivement, en France, à l'heure actuelle, on n'a pas assez de paysans, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez de paysans ? Mais parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à sortir un SMIC, et même si c'est un boulot formidable, et je vous le répète, c'est vraiment un super boulot hyper formidable, mais en fait, vivre avec 400 balles par mois, juste dans notre société, c'est pas possible. Et donc on bosse, on se décourage, et moi je comprends qu'il y ait des gens qui, du coup, n'aient pas envie, ils se disent, non, en fait, c'est trop dur, en plus, il y a la difficulté d'accès aux terres et tout ça. Mais en fait, ça non plus, c'est pas une fatalité. Et si nous, dans notre pays et ailleurs, si les paysannes et les paysans, on avait un revenu digne, décent, on ne demande pas la lune, hein, mais juste un revenu décent, mais il y a des tas de gens qui voudraient faire ce boulot. Parce que ce boulot, on est libre, quoi. Quand on est paysan, on n'est pas des esclaves. On est libre, on vit avec la nature, on vit avec nos animaux, ça a du sens, on sait pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, et puis on voit de la beauté. De la beauté partout, parce que la vie qui pousse, nos animaux, voir un agneau qui naît et tout ça, c'est super beau. Et donc moi je suis persuadée que si on n'était pas humiliés en permanence, si on ne disait pas en permanence les paysans c'est des ploucs, machin, et aussi si on avait de quoi vivre dignement, je suis persuadée qu'il y aurait beaucoup de gens, beaucoup qui voudraient devenir paysans. $1 million, non pas dollar baby, mais 1 million de paysans. C'est ce que la Confédération paysanne porte à travers son agriculture paysanne. Ce sont des paysannes et des paysans nombreux sur les territoires pour faire un contrebalancier à ce que porte et ce dans quoi est accompagné le syndicat dit majoritaire actuel, je parle de l'Hexagone, appuyé par le gouvernement qui cherche bien sûr à amender ça, à toujours apporter de l'argent pour cette balance commerciale qui passe par les exportations, en alimentant cette mythologie qu'est le capitalisme. Dans quelques semaine, Véronique, je crois, nous allons connaître notre congrès qui est bisannuel, qui va se tenir en Haute-Vienne, et je crois bien qu'une des phrases qui apparaît dans la conclusion de notre rapport d'orientation, c'est «
péter la gueule au capitalisme et 1 million de paysans et de paysannes. Alors, ça n'est pas une phrase que pour se faire plaisir, parce que nous sommes aussi une profession libérale, nous sommes extrêmement fiers d'être les acteurs et les actrices sur nos fermes, et nous construisons nos revenus et nous nous ingénions à être là et vivant et économiquement vivant. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, il faut que... Enfin, ce que nous proposons aussi, c'est non pas un agri-manager avec de nombreux salariés et qui n'ont pas la vie qu'ils doivent avoir, mais bien, encore une fois, 1 million de paysannes et de paysans. Il y a déjà des bassines dans des pays étrangers et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez comme écho et voilà, de ces pays, comment ils ont accueilli ces bassines et combien ça coûte, enfin voilà, un bilan là-dessus s'il vous plaît. Alors, bien évidemment que ce modèle-là d'irrigation avec ces bassins, ces méga-bassins dits de substitution, nous ne l'avons pas inventé. Il y a des retours qui sont documentés. Et on peut faire un tour de la planète, Israël, le Chili, la Californie, l'Espagne plus proche de nous. Et eh bien, c'est un échec et environnemental d'un point de vue de protection de l'eau et culturel. Ça, c'est documenté très précisément. Bonjour, je suis arrivé un peu en cours, mais j'ai pris les dernières interventions de Morgane et puis la question, et c'était l'occasion de faire comment on reconquiert 1 million de paysans, et c'est pas forcément par l'accès aux terres, et j'étais sensible au fait que tu dises que c'est par essentiellement l'accès à un revenu. Il y a 1 an et demi à Velanes, il y a eu le congrès de la Conf avec la transmission effectivement de la coordination de la Via Campesina, et on était tous très sensibles à l'adresse qui était faite à la Confédération paysanne sur ce que tu as dit, Marie-Pierre, il faut péter la gueule au capitalisme qui nous éradique. C'était les paysannes et les paysans du monde entier qui nous parlaient. Et aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Il y a des manifestations de soutien en Grèce, en Espagne, partout dans le monde, sur le peuple qui se lève pour défendre ses conquis sociaux. Et si je fais cette petite parenthèse, c'est pour dire qu'à la Confédération paysanne, cette question du statut et comment on accède à un revenu pour enfin avoir 1 million de paysans, aujourd'hui, c'est la sécurité sociale de l'alimentation qui nous anime. Et je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on en a plein le cul d'être dans des luttes de défense, dans des luttes défensives. Et nous, ce qu'on propose à travers la sécurité sociale de l'alimentation, c'est des luttes de conquête sociale. Et là, je crois qu'il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport à justement la branche retraite, mais avec l'élargissement des revendications. Et aujourd'hui, on est là pour élargir les revendications au monde paysan et qu'enfin les paysans et les paysannes aient un revenu pour pouvoir faire l'activité un peu qu'ils veulent. Et quand on dit que c'est par la dette que ça fait 5000 ans que les possédants tiennent les dominés, la sécurité sociale de l'alimentation, ça part de la cotisation. La cotisation, c'est avec ça qu'on a monté nos CHU et le meilleur système de soins en France et le meilleur système de soins du monde. Et nous, on aimerait bien aller sur ces outils macroéconomiques d'économie politique pour justement garantir un revenu aux paysannes et paysans qui seraient conventionnés tel que l'a été la sécurité sociale de santé. Donc je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, c'est une grande perspective, c'est une des propositions les plus populaires en France qui anime beaucoup de gens sur le terrain. Et je pense qu'effectivement, si on sortait des logiques de marché, parce que là, avec la sécurité sociale de l'alimentation, c'est sortir d'une logique de marché, je pense qu'il n'y aurait pas besoin des méga-bassines pour, soi-disant, assurer un revenu à des gros, etc. Il y aura un conventionnement démocratique qui dirait que cette agriculture-là n'est pas possible et on vous garantit que quand vous faites autrement, l'agriculture agroécologique, l'agriculture paysanne, là, il y a un revenu. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation parce que pour avoir 1 million de paysans et aujourd'hui, dans notre cadre actuel, pour qu'il y ait 1 million de paysans, il faut qu'ils aient un revenu. Ça, c'est une grande proposition.
Encore quelques questions ou quelques remarques, quelques interventions si pertinentes que celle de Romain? Oui, moi c'est plus un témoignage ou une remarque. On parle de l'eau, en fait, je pense, moi, pour ma part, ça fait 3 ans que j'ai des toilettes sèches. Et je pense que dans cette salle, en fait, le rapport à l'eau que 99% des gens ont, je pense, quotidiennement, c'est une réalité, c'est qu'on fait caca dans l'eau, en fait. Et c'est sans aucun jugement, mais juste pour dire que si on faisait un petit effort de mettre ça en place, pour l'agriculture, ça a toujours été aussi, pour l'amendement des terres, pour plein de choses. Et en fait, ça peut donner de la force à dire, nous, on respecte l'eau, respectez-la, quoi. Enfin, on la salit pas, donc voilà, peut-être c'est hors sujet, je sais pas, mais voilà. Enfin, moi, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Et j'ai vu un article il y a quelque temps qui disait que il y a environ 200 ans au Japon, chaque famille le matin déposait son pot de chambre devant et que les paysans, enfin voilà, il y avait tout un circuit où des gens ramenaient ces pots de chambre dans les fermes. Et voilà, effectivement, il y a un cycle du vivant à retrouver parce qu'à l'heure actuelle, la production agro-industrielle, elle fonctionne à partir d'engrais chimiques, donc essentiellement de gaz, qui sont des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est la vie d'il y a des millions d'années qui est allée dans les sols. Et comme on n'est plus capable de faire fonctionner le vivant correctement, et on va puiser dans ces réserves de vie d'il y a des millions d'années. En fait, pour que ça fonctionne, il faut qu'on fasse refaire vivre le cycle du vivant et voilà, utiliser les excréments comme engrais pour la terre. Ça fait partie de cette façon de faire vivre le cycle du vivant. On arrive à la fin de cette première table ronde, donc je vais vous donner quelques infos importantes de façon à ce qu'on puisse se retrouver. Donc on est sur la fin du premier cycle. Il y a un deuxième cycle de table ronde, la deuxième qui commence à 21h ici, qui sera sur les alliances internationales des mouvements populaires et autochtones pour la défense de l'eau, avec des amis du Chili, de Colombie qui viendront. En attendant, quelques infos. Donc Marie-Pierre l'a dit, la grande victoire d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Déjà, la première, c'est que vous êtes tous présents ici. Présents ici aussi grâce au courage d'un conseil municipal, celui de la ville de Melle et de ses habitants qui nous accueillent. Deuxième victoire, depuis ce matin 7h, le campement éphémère à côté de Vanzé est en place. Je dis bien éphémère, on n'est pas fou, on ne va pas rester dans un champ et monter une ZAD, on défend l'ensemble du milieu, l'ensemble des rivières. Et puis dernière victoire, les tracteurs les ont rejoints et sont aussi sur place et ça n'a pas été facile. Donc après la deuxième conférence, on vous attend bien sûr pour ceux qui peuvent venir directement dormir sur le campement éphémère pour être sur place. Et pour les autres, venir demain. Il y aura plusieurs cortèges avec différents niveaux. Vous vous doutez bien que moi, je ne vais pas aller courir sur le cortège. Donc pareil, tout le monde n'ira pas courir. Il y a aussi des cortèges qui marchent. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire une démonstration de force. Et je vais reprendre l'expression de Massa et arrêter ce hold-up d'un bien commun qui est l'eau. Donc c'est vraiment important. On va reprendre aussi un cycle de tables rondes et de conférences dimanche, qui commence dès dimanche matin. Il y aura aussi des films, des projections. Et bien sûr, demain soir, pour fêter cette énorme magnifaction, on aura des concerts ici, à Melle. Donc il y aura plein d'événements. Donc le week-end ne fait que commencer.
Maintenant, élément assez important, nos estomacs. On va se laisser 1 heure, pile poil, pour revenir ici, pour aller dîner sur la place de Mel avec l'Intercontinent Lutte. Donc ce sont tous des bénévoles qui sont venus des 4 coins de la France et de l'Europe pour cuisiner pour nous. Donc un grand merci. Merci à l'équipe technique du son et de la lumière et à la com pour toutes les prises de vidéo. Et dernière info, les repas sont à prix libre. Et donc n'oubliez pas que la buvette et les repas, c'est aussi un moyen de financer la lutte. Ça finance une grande partie de la lutte de ce week-end. À tout à l'heure à 21h et on finit par Morgane. Un instant s'il vous plaît. En fait, quand on lutte, on a besoin de se nourrir la tête, mais on a aussi besoin de se nourrir d'émotions. Et dans la Via Campesina, on pense que c'est très important, ça. Du coup, vous êtes déjà tous presque debout, mais ceux qui ne sont pas encore debout, si vous pouvez vous lever. Et je vous propose qu'on dise un certain nombre de fois ensemble, globalisons les luttes, globalisons l'espoir. Globalisons les luttes, globalisons l'espoir, globalisons les luttes, globalisons l'espoir, globalisons les luttes, globalisons l'espoir. Non, on dit. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout. Non, Bassara!